Lundi 18 décembre 2017, merci d'être en notre compagnie. Merci de nous confier votre réveil comme vous le faites tous les jours, du lundi au vendredi, bien sûr, pour égrener le chapelet donc, de toutes nos aspirations pour Matin Bonheur, sensibilisation, information. On aura au menu de ce rendez-vous donc rebelote avec notre très cher des champignons, Monsieur John Agbo sera avec nous. Il va nous parler encore une fois, parce que, on va dire, hein, la formule célèbre, à la demande générale, il revient nous parler, bien sûr, des champignons et leur impact économique. Vous avez été tellement nombreux à nous solliciter via le site, via les principaux démembrements donc, des réseaux sociaux. Et donc, nous faisons fort donc, de réitérer ce thème. Et puis, on aura également le grand plaisir d'avoir tout ce qui rythme les matinales, le point route, des reportages. Tenez, un reportage très intéressant par rapport aux fêtes. Bonjour Fatim. Bonjour Marcelin. Ça va bien? Aujourd'hui, c'est la journée internationale des migrants. Laissez un peu les papiers de la titrologie. On va parler un peu. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des migrants. Il y a 244 millions de migrants dans le monde. Il y a 320 qui ont échoué en mer, soit dit en passant, cette nuit. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce thème? Alors, c'est une problématique importante qui touche, on va dire, le monde entier. Mais moi, je suis un peu scandalisée face à l'hypocrisie des chefs d'État, précisément ceux qui sont sous nos tropiques, car finalement, cette situation, ils l'ont pas peut-être générée, mais ces gens partent pour des raisons précises. C'est la situation qu'ils rencontrent dans leur pays d'origine. Donc, c'est pour moi un cas très grave et qui devrait être pris avec beaucoup plus de responsabilité, de sérénité et surtout d'honnêteté intellectuelle. Absolument. Comme disait un migrant donc, dans un reportage sur une chaîne internationale, mieux vaut être mangé par les poissons que par les vers. Vous connaissez un peu toute la détermination de ces migrants. C'est un phénomène très profond et on espère que petit à petit, de façon progressive, on arrivera donc à bout de ce phénomène. Donc je rappelle aujourd'hui, Journée internationale des migrants. Bienvenue à Matin Bonheur. On se retrouve dans quelques instants parce que la titrologie va démarrer avec Fatim Djidji. Rebonjour Marcelin, bonjour à tous. Nouvelle semaine, de nouvelles informations, mais toujours le même plaisir à vous les transmettre. Et la première une est celle de Fraternité Matin. Elle est consacrée à la CEDEAO, la Côte d'Ivoire, à la tête de la commission, plus précisément le ministre ivoirien Jean-Claude Brou, qui prend donc la tête de cette commission. Je vous donnerai tous les détails lors de la revue de presse. On poursuit avec l'intelligent d'Abidjan, qui titre « L'Agnelli Tiassa fait entendre un vibrant et massif nassé dans le cadre de la série d'hommages 2017 au chef de l'État Alassane Ouattara qui a pris fin donc hier à Agboville. L'Inter s'intéresse à 2020. Jean-Louis Buillon, qui est en une donc, du journal, est catégorique. Sans le PDCI, il n'y a pas de RHDP. Toujours sur le même sujet, Guy Kaoué nous dit « Bédier ne reculera pas ». Donc, c'est la couverture du jour. Notre Voix s'intéresse au CHU d'Angré, qui a été donc inauguré ce vendredi par le chef de l'État. Et le journal titre « Les faits et chiffres qui contredisent Alassane Ouattara ». Allez, on va passer à vos hebdomadaires et on va commencer avec celui des faits divers. Allo Police qui propose un témoignage de Cédric, 15 ans, qui affirme être un sorcier. Je le cite, « Le pasteur qui m'a démasqué n'a pas réussi à me délivrer ». 2017 s'achève, vous le savez, dans quelques jours. L'occasion pour Jeune Afrique d'envisager l'Afrique de 2018, de l'éducation à la consommation, tout y passe. Et l'hebdomadaire propose aussi une interview exclusive du président togolais, donc Faure Gnassingbé. C'était les titres. On se retrouve pour le détail des articles juste avant le journal, comme chaque lundi. À tout à l'heure. Ok. Merci beaucoup Fatima, avec toujours des informations croustillantes. Alors, n'oubliez pas que, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je l'ai dit à l'entame de ce rendez-vous, mais vous savez que la répétition est pédagogique. Que la culture du champignon, quelle opportunité d'affaires. Nous serons donc avec notre invité John Martin Segbo, champignoniste. Ce sera dans la dernière ligne droite de cette émission qui se poursuit maintenant avec la gym.
Bonjour Eva, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission de sport. Alors aujourd'hui, encore moi, coach Kadi, avec coach Esther et coach Samira. On va continuer sur notre lancée de Strong by Zumba. Donc je vais juste vous le redire un peu, la Strong by Zumba, c'est un ensemble de mouvements de renforcement musculaire basé sur la musique. On va essayer d'aller le plus lentement possible pour que vous arriviez à suivre. Donc quand vous êtes prêts, et c'est parti. On va commencer par des rotations d'épaules vers l'arrière. On va réchauffer le haut du corps tout doucement. On respire, on lève les bras vers le plafond. On ramène sur le côté. Les bras devant nous, rotation 2 fois à droite. Et on change. Encore. On allonge le bras et on reste. Allonge, tourne. Un peu plus vite, allonge. Bloc en haut. Bloc. Encore une fois, on allonge. Bloc en haut. Encore, on allonge. Bloc en bas. Et on allonge. Bloc en bas. Hop, on ouvre. Et on change de côté. Marchez. Marche. Genou 4 fois. Et on marche. Genou 4 fois. Jambes larges, on descend. Tout doucement. On allonge un bras vers le plafond. Et on revient. On change de côté. On revient. Et on remonte. Genou. Hop. Et on change de jambe. On respire. Et on ouvre. Ah. 1, 2, 3. Ouvre. Et on ouvre, bras vers le plafond. Et on change. Excellent. On croise 2 fois. Croise 2 fois en arrière. Et on allonge un bras, allonge en bas. Allonge en bas. Ah. Genou, hop, tourne. L'autre côté, allonge. Genou. Ah. Excellent tout le monde. Merci d'avoir été avec nous. On continue tout ça dès demain. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci, coach Kadi. C'est toujours un plaisir de l'avoir en alternance, bien sûr, avec le coach Fabrice. Aujourd'hui, bien sûr, mesdames et messieurs, nous sommes le 18 décembre 2017. C'est le 352e jour de l'année. Il reste seulement, tenez-vous bien, 13 jours avant la fin de cette année 2017. On commémore comme ça des moments
très marquants de l'histoire de l'humanité. Par exemple, le 18 décembre 1865, l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Et puis aujourd'hui, on le répète à foison, c'est la journée internationale des migrants. On a une pensée pour ces 244 millions de migrants dans le monde entier avec voilà, 327 nuits qui ont encore échoué donc, en mer. C'est l'occasion de revenir vraiment sur des conditions qui doivent être requises dans des pays afin d'empêcher au maximum des gens d'aller donc tenter cette aventure difficultueuse avec tout ce que cela comporte comme risque. Voilà, nous avons le risque aussi d'avoir des pertes en milieu d'année ou pendant les fêtes de fin d'année, quand on est dans le commerce, dans les affaires. Tenez-vous bien, par exemple, on remarque que l'ambiance est très timide chez les tresseuses d'Abobo. Oui, Abobo, c'est une grande commune à la périphérie d'Abidjan. Et à une semaine de la fête de Noël, Matin Mono est allé prendre le pouls de la fête du côté des tresseuses de la commune. Là-bas, l'ambiance n'est pas encore celle des grands jours. Les clients traînent encore, il y a un peu d'indolence. On ne sait pas comment sera la physionomie de ces vacances. Est-ce qu'on va gagner beaucoup d'argent? Voilà, je vous emmène dans une virée, une virée dans les méandres, dans l'univers des tresseuses à Abobo. Samedi 16 décembre, 16 h, notre équipe met le cap sur la commune d'Abobo. L'objectif est de voir comment les fêtes se préparent chez les tresseuses de la commune la plus populaire de Côte d'Ivoire. À notre arrivée, contre toute attente, l'ambiance n'est pas celle des grands jours. C'est un là, c'est pas ça, sort pas trop. C'est un peu timide. C'est un peu timide. Et tout que cette année-là, ça marche pas quoi. C'est lent. Des clientes qui ne se bousculent pas. Une ambiance modeste, à pratiquement une semaine de la fête de Noël. Ici, comme dans les boutiques, on donne quelques explications. Là, c'est chaud. Tout le monde dit que c'est chaud. Et puis les trucs là, c'est augmenté aussi, les mèches là. On est là, on gagne une cliente, deux clientes, on mange avec ça vraiment. Sinon, c'est à partir de après Noël comme ça, là, que les clientes commencent à venir. Actuellement, elles viennent parce qu'elles attendent après la fête de Noël, le 26, le 27, voilà, là, c'est gâté. En réalité, la Noël est une fête pour enfants. Pour les plus âgés, se refaire obligatoirement une beauté. Ça peut attendre un peu encore. Je me tresse parce que c'est un week-end, donc c'est juste pour sortir. Le 29 décembre, je viendrai me tresser pour la fête. Voilà qui rassure les coiffeuses. Elles, qui sont par ailleurs habituées aux bousculades de dernière minute. Beaucoup de gens attendent la dernière minute, quoi. Donc on attend. On est là, on les attend. C'est à cause de nos machos. Elles vont venir. On met ça en prière, Dieu va faire. Elles vont venir, même si c'est dur, comment, elles vont se dresser. L'ambiance dans les rues d'Abobo ce samedi-là confirme bien les propos de celle que nous venons de quitter. Malgré la relative timidité chez les tresseuses, la commune la plus populaire de Côte d'Ivoire ne sera pas en marge des fêtes de fin d'année. Ah oui, ambiance chez les tresseuses d'Abobo. Gardez le courage. Mesdames, elles viendront, hein, elles viendront, ne vous en faites pas. Alors, Patrick Guité, bon, vous ne vous tressez pas, mais est-ce que vous prenez les dispositions pour que les personnes concernées dans votre entourage puissent se tresser? Ce sera fait? Ouais, c'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Il faut anticiper. Il faut anticiper. Voilà. Okay, j'espère que vous avez anticipé également. Moi, oui. On va dire ça comme ça. Allez, quand vous le voyez, c'est qu'il va y avoir du sport, la preuve. Au menu avec Patrick, on aura donc Didier Drogba avec toute sa chevelure ou pas. On aura le football tournoi de la confraternité l'intersyndicale 17e édition. Et puis Football Ligue 1, première victoire du COE. Ça, c'est en Côte d'Ivoire hein, quand on est Ligue 1. Basket, le championnat a repris. Et puis on va commencer par du cyclisme avec la réélection de M. Alla Kwame qui rempile pour 4 ans. Bien entendu, Alla Kwame qui remplit pour 4 ans. On va dire que le week-end sportif a été baigné par une forte pluie le samedi. Après donc la pluie, le beau temps pour Alla Kwame Jean-Marie qui a été plébiscité pour un second mandat de 4 ans à la tête de la Fédération ivoirienne de cyclisme au cours de l'Assemblée générale qui s'est tenue le dimanche 17 décembre dernier donc à Treichville. On va le dire que Alla Kwame Jean-Marie a obtenu 36 voix contre 4 pour son challenger, le monsieur Kouadio
Kofi Bani, qui n'a pas eu donc l'assentiment de la majorité des clubs. Donc, soit plus de 90% des suffrages exprimés au bénéfice donc, de M. Alla Kwame Jean-Marie, le candidat malheureux, et fair play a indiqué à toute l'Assemblée de s'aligner derrière M. Alla Kwame pour amener le cyclisme vers de nouveaux horizons. On espère que le cyclisme ivoirien va prendre un nouvel envol avec M. Alla Kwame qui continue donc son bail à la tête de la fédération. Bel exemple de fair play. Hein? Bien entendu, au sport, c'est le fair play. On aimerait ça dans d'autres domaines. Alors, basketball, le championnat a repris. Oui, la saison 2017-2018 a repris le samedi 7 décembre dernier au Hall des sports de Treichville. Alors, après un moment de flottement dû à une crise de confiance entre les clubs et la fédération ivoirienne de basketball, eh bien, l'ensemble des acteurs a accepté de démarrer ce championnat. Tous, sauf un, puisque le CSA Treichville, le club sportif d'Abidjan Treichville, a boycotté la première journée, histoire d'afficher le désaccord de ses dirigeants face au non-respect des règles basiques de gestion de la fédération. Le CSA Treichville sera toutefois présent lors de la deuxième journée pour prendre le train en marche et pourquoi pas rattraper son retard. OK. Alors, football, Ligue 1, dans notre pays, la Côte d'Ivoire bien sûr. Et oui, c'est officiel, le COE tient sa première victoire. Oui, il a fallu attendre la 11e journée pour voir le COE accrocher sa première victoire de la saison. Et donc, la première victime donc, des COEK s'est nommée la SOA, l'antenne rouge de cette Ligue 1 qui, avec l'AS Standard, ne totalise aucune victoire jusqu'à présent. C'est tout le contraire pour la SEC Mimosa qui caracole en tête de la Ligue 1 avec une 9e victoire d'affilée. Une victoire enregistrée face au Boaké FC. C'était à Boaké le dimanche dernier. Une victoire de 2-1. La SEC était, oui, belle couleur. On sait que vous supportez la SEC qui était menée dès la 11e minute par le Boaké FC. Et puis bien, les Mimosas se sont appuyés sur Fonsigno qui a réalisé un doublé. Fonsigno, eh bien, le petit frère à Gervinho qui permet à la SEC d'enchaîner son 10e match d'affilée sans défaite. Premier, 28 points à 6 points de son dauphin, Lafat, qui a été tenu en échec par l'AS Standard. 0 but partout. Sans bavure, hein. Chapeau au Mimo. Football, tournoi de la confraternité, l'intersyndicale remporte la 17e édition. Oui, c'est vrai qu'on parle souvent des clubs. Il faut également parler de nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est la presse de Côte d'Ivoire, parce que l'UNJCI a organisé la 17e édition du tournoi de la confraternité qui a connu son épilogue le samedi dernier au stade de la haute fréquence, comme on peut le voir sur les images de la haute fréquence. C'est bien ici à la maison de la télévision, le stade mythique où Marcelin Gauvois n'a pas encore démontré ses qualités de footballeur. Non, je préfère le foot en salle. Voilà. Je préfère le foot en salle. On attend donc que Marcelin Gauvois rechausse les crampons. En tout cas, l'intersyndical, qui est l'équipe qui regroupe les agents de la RTI et ceux de Fraternité Matin, donc, a remporté la 17e édition face à l'union des radios de proximité après les tirs au but, puisque au terme du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité, un but partout. Et puis dans la petite finale, l'équipe de la presse sportive qui est coachée par votre serviteur a terminé médaillé de bronze en battant donc oui, a terminé bien entendu 3e en battant l'UNJCI sur le score de 3-0. Et puis on voit sur l'image que à cette occasion, le président de la Fédération ivoirienne de football, monsieur Sidi Diallo, était présent pour soutenir la presse dans sa totalité et sa globalité, mais également la presse sportive qui est beaucoup plus proche de la Fédération ivoirienne de football. Pour parler de M. Sidi Diallo, il faut dire que le dimanche dernier, hier donc, sur les antennes de la RTI, il était en entretien, président de la Fédération ivoirienne de football. Il a indiqué qu'il ne quitterait pas son poste, en tout cas son fauteuil de président de la Fédération ivoirienne de football, alors que certains présidents du club et une forte majorité de la population demandaient à ce que M. Sidi Diallo démissionne après l'élimination des éléphants de Côte d'Ivoire de la Coupe du Monde 2018. Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ce qui va se passer, c'est que M. Diallo va continuer à travailler à la tête de la fédération, sauf si la majorité des clubs convoque une assemblée générale extraordinaire pour discuter de football et bien entendu
pour, on va dire, pour démettre. Est-ce que vous pensez que la majorité des clubs est dans ce schéma-là en ce moment? En tout cas, pour l'instant, on nous parle de réunion nocturne. On n'a rien vu de concret. Oui, encore une fois. Eh bien, on attend de voir. Mais ce que nous préconisons, c'est le rassemblement, c'est l'apaisement autour du football pour son développement. Eh oui, eh oui, eh oui. Mais ouais, je reviens sur le fait que l'équipe que vous coachez a été 3e. Vous venez ici chaque lundi nous parler de sport, donner des leçons. Vous n'êtes même pas capable de faire gagner l'équipe. Non, mais vous savez, lorsque vous jouez... C'est un scandale. Non, lorsque vous jouez... C'est un scandale, c'est l'équipe de la RTI. Ben non, nous avons l'équipe de la RTI qui a remporté. Bien entendu, on peut s'expliquer. C'est l'équipe de la RTI qui nous a battus en demi-finale. Eh bien, quand vous jouez à l'extérieur, eh bien, l'arbitrage... bon, j'aime pas trop parler de l'arbitrage, mais là... bon. Non, vous accusez l'arbitre. Et encore, je ne jouais pas. Imaginez. Et encore. Et Didier Bleu a très bien tenu. On a vu ça sur les réseaux. Je tenais à féliciter le directeur de RTI 2 qui, Aboutreka. Oui, Aboutreka, il se fait appeler. Voilà, là-bas, c'est pas le directeur, c'est Aboutreka. Il a fait le job. Il a fait le job. Chapeau à toute l'équipe de la RTI et puis aussi à Didier. Allez, on va terminer par une image. Avec ou sans cheveux. C'est quoi votre préférence? Didier Drogba s'est montré sur son compte Instagram avec cette nouvelle coupe de tête. Eh bien, c'est sans cheveux qu'il se présente maintenant. Il indique sur son compte Instagram que le 15 décembre 2000 a débuté sa longue et grande carrière et que le 15 décembre 2017, eh bien, un nouveau moi, un nouveau lui se dévoile à nous sans cheveux. Pourquoi est-ce qu'il a fait tomber ses cheveux? Eh bien, il n'a pas encore expliqué, après être passé dans les locaux de Radio Foot International pour offrir une interview après son passage en Mauritanie. Il doit se justifier pour ses cheveux qu'il a coupés? Bien entendu, parce qu'on a connu Didier Drogba avec moi, je me coupe les cheveux tous les jours, personne ne me demande. Non, mais vous n'avez pas de queue de cheval. On a connu avec un style assez atypique, des cheveux avec... Il a le droit de se coiffer. Oui, il a le droit, il a le droit de se coiffer. Mais aujourd'hui, c'est Didier Drogba, il ne s'appartient plus à lui seul, il appartient au monde entier. Et lorsqu'il tombe ses cheveux comme ça et qu'il affiche, il doit bien entendu nous expliquer pourquoi cette nouvelle coupe de cheveux. Je ne savais pas qu'au-delà de vos talents d'homme de sport, vous étiez spécialiste capillaire également. On vient de nous parler des femmes qui doivent aller se faire tresser. Lui, il n'a pas ce problème-là. Alors Didier Drogba devra se justifier. On va organiser une conférence de presse. Je suis prêt à animer gratuitement cette conférence de presse-là. Et Didier va expliquer pourquoi il s'est coupé les cheveux. Et moi, vraiment, je serai là pour animer. Et pour dire aussi pourquoi de temps en temps, j'ai toujours les cheveux coupés. Là, au moins, ce soir, ça fera deux explications. Allez, on va récapituler. Donc aujourd'hui, en sport, on avait du cyclisme avec la réélection de 4 ans. Ala Kwame qui rempile pour 4 ans. Victoire donc incontestable. Oui. Félicité d'ailleurs par son challenger. Bel exemple de fair play au Kera à son cieux. Basketball, le championnat a repris. Et puis football Ligue 1. Première victoire du CW. Et sans oublier que c'est la SEC toujours qui donne la cadence de ce championnat. Les Mimosas donc victorieux après donc un début de match difficile contre Boaké qui franchement maîtrise avec M majuscule la Ligue 1. Et puis football tournoi de la confraternité. La RTI se signale pas au niveau des zones seulement, mais sur le terrain avec une très belle victoire. Bon, nous sommes tellement habitués, que bon, voilà, on n'en parle pas trop, juste par modestie. Et puis Didier Drogba qui devra se justifier donc par rapport à sa chevelure. Oui, mesdames et messieurs, c'est comme ça. On a le droit de se justifier sur quelque chose qui concerne sa personne. C'est ce que le monde est devenu. Merci Patrick. Merci à toi Marcelin et bonne émission. Merci. On va essayer. Bonne journée. On fait un gros bisou à Eva. On lui fait un gros bisou, Eva Amani. Et on est de tout cœur avec elle. On ne le dira jamais assez. Le point route, c'est maintenant. On va voir un peu ce qui se passe. Parce que Patrick doit partir maintenant. Il faut qu'il puisse avoir l'orientation. Allez, Christelle Acousta, donnez-nous la cadence. On y va. Et nous allons commencer par la route du Cocody, donc du côté du Latry, avec bien sûr il n'y a pas de go slow, c'est le moment idéal pour apprendre à conduire parce qu'il n'y a pas de voiture. Non, je blague, mais en tout cas, circulation cool, pratiquement à néant. Deuxième voie, deuxième tronçon. Le boulevard Lagunaire avec
Bien sûr, le balai incessant donc, de véhicules sur l'asphalte qui commence petit à petit et qui risque d'atteindre donc son pic aux alentours de 7h et 7h30, comme à l'accoutumée sur cette voie. Ensuite, nous partons du côté de Trècheville, au cœur d'Abidjan, à 5 minutes et quelques seulement de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, quand la circulation est dégagée. Et là également dégagée, c'est le thème qui convient bien sûr à la physionomie de cette route. Et puis Koumassi nous tend ses bras avec une circulation qui n'est pas encore dense, qui montre que Abidjan, mesdames et messieurs, est en train de se réveiller. Et quand Abidjan se réveille, la presse également se réveille. Et quand la presse se réveille, Fatim n'est pas loin afin de vous donner le rythme, les principales manchettes de l'information sur Matin Bonheur, la revue de presse. On y va. Et on va commencer par notre voix qui revient sur la nomination de M. Jean-Claude Brou à la tête de la commission de la CEDEAO. Le ministre ivoirien de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, est le prochain président de la commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il remplacera le 1er mars 2018 le béninois Marcel de Souza. Toutefois, rappelle l'article, la Côte d'Ivoire n'a pas eu à faire un quelconque lobbying puisque finalement la succession à la présidence de la commission se fait par ordre alphabétique. C'est donc au pays dont c'est le tour de proposer un nom. Ainsi, après le Bénin, ça devait être au tour du Cap-Vert. Or, il se trouve que le Cap-Vert n'est pas à jour de ses cotisations, ce qui l'élimine de facto, révèle l'article. Mais quelles sont les conséquences de la nomination de Jean-Claude Brou? Selon l'Inter, étant donné que le nouveau président de la commission doit siéger à Abuja, au Nigeria, il va sans dire que Jean-Claude Brou ne pourra plus assumer la fonction de ministre. Du moins, c'est ce que croit savoir un proche de la présidence. Il évoque un remaniement ministériel, mais voici la question qui sera sur toutes les lèvres. Jean-Claude Brou sera-t-il le seul à partir ou Alassane Ouattara profitera-t-il de l'occasion pour retoucher son équipe? Affaire à suivre, comme on dit. Affaire à suivre. À quelques jours des fêtes, Allo Police révèle la dure réalité de certaines familles. Et les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, mais certaines familles vivent des difficultés telles que ces festivités ne sont pas partie de leurs priorités. Un reporter d'Allo Police a passé 24 heures dans une famille démunie d'Amniema pour vivre ces réalités. Et la mère expose sa situation, je la cite. « Mon mari est pasteur, mais il s'est établi à Grand Laou et il y vit désormais avec sa maîtresse après m'avoir abandonné ici avec nos 4 enfants. Pour subvenir à ses besoins et ceux de sa petite famille, la brave femme vend des oranges et des grains de sel. Elle ne peut réaliser plus de 1000 francs de bénéfices par jour et même quand c'est le cas, il faudra prélever la popote quotidienne qui est de 750 francs et envisager d'économiser pour assurer les frais de scolarité de ses enfants. Triste réalité. Oui, je rappelle, c'est des grains de javel. De javel, j'ai dit de sel. De javel, oui. Selon les Échos, le groupe M6 investit dans une chaîne de la future TNT en Côte d'Ivoire. Le groupe de médias M6 a pris 33% de la chaîne Live TV en Côte d'Ivoire, l'une des chaînes de la nouvelle TNT qui va être lancée en 2018. M6 s'est associé à Vodou pour cette chaîne qui a un budget de 20 millions d'euros au lancement. C'est Vodou et son patron, Fabrice Awignon, qui est spécialiste notamment en communication politique, qui est venu frapper à la porte des médias français. Et selon l'article, TF1 aurait également songé à investir dans Live TV avant de jeter l'éponge. On parle encore médias. La Norvège vient de réaliser sa transition vers la radio numérique, comme annoncé il y a 2 ans. Ce pays scandinave devient ainsi le premier État au monde à se passer définitivement de la radiodiffusion de programmes radiophoniques en modulation de fréquence ou FM si vous préférez. Désormais, les émissions sur tout le territoire norvégien seront diffusées grâce au Digital Audio Broadcasting. La radio numérique offre une meilleure qualité de son et plus d'options et les émissions numériques sont 8 fois moins chères selon l'article. Vous avez dit quoi, Digital Audio? Broadcasting. Yes, English girl. Ok, on finit avec la playlist des chansons qui dénoncent les violences
faites aux femmes. Et oui, vous en parliez ici même, Marcelin et Eva, vendredi dernier, des violences faites aux femmes. Et Into the Chic propose les titres des rappeuses et chanteuses de pop ou de jazz qui ont élevé la voix pour cette cause. Février 2009, Rihanna poste une photo de son visage tuméfié pour dénoncer la violence de son partenaire de l'époque, le chanteur Chris Brown. Elle fera un featuring avec Eminem, Love the Way You Lie. Vous allez certainement voir la photo apparaître. Un clip, a-t-elle dit, qui vise à mettre en évidence les dangers d'une relation abusive. L'image, elle est à l'écran. Il y a aussi les Amazones d'Afrique, c'est la prochaine image. Un groupe 100% féminin fondé en 2015 pour défendre la cause des femmes en Afrique à travers la lutte contre l'excision, les violences et les agressions. Sans oublier ce classique pour ma génération de Queen Latifah, UNITY, qui signifie unité, sous-entendu féminine. Vous, attendez, c'est la chanson? Oui. C'est une reprise, dites-moi même. Non, c'est la chanson. On va reprendre, allez-y. Queen Latifah. Oui, à l'époque, elle chantait UNITY, here we go, UNITY. Bon, j'arrête, poursuivons. Et donc, elle révélera publiquement en 2009 avoir été donc victime, plutôt dans sa jeunesse, d'abus sexuels par son babysitter. Et plus loin de nous, vous la voyez à l'écran, la très grande Billie Holiday. C'était en 1922. Alors elle, par contre, elle avait du mal à jeter leur pauvre sur son partenaire qui la battait. Amoureuse inconditionnelle qu'elle était, elle révèle entre les lignes la maltraitance qu'elle subissait. Et elle nous disait « Il me frappe, que puis-je bien faire ?» Alors je ne saurais quoi lui répondre, mais en tout cas, vous restez calés devant la télé. Je vous laisse en compagnie de Marcelin Govoy. À demain. Non, écoutez, non, moi j'aime bien votre accent anglais, surtout quand vous parlez de digital audio broadcasting. Et puis voilà. C'est mieux que beach. Fatim, c'est la reine des prononciations. Vous n'avez pas une autre chanson? On a encore le temps. On a une minute. Vous n'avez pas une autre chanson pour nous conduire au journal? Si. Oui, allez-y. En français, en anglais, embêté. Embêté. Ziboté, par exemple. Vous avez les paroles de Ziboté? Ziboté. Aïe. Ouais, c'est ça. Pardon, monsieur. Tous se reconvoquer au village pour non-respect de la tradition par rapport à ce que le père a fait. Mais oui, c'est toujours un plaisir de vous avoir, Fatim, sur le plateau de RTI1, avec ou sans prononciation, avec ou sans information. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Vous êtes sur Matin Bonheur, vous avez raison. C'est Christelle Akoussa qui signe la réalisation de toute la série d'émissions pour cette semaine, avec toute l'équipe au sol, comme l'équipe en haut. C'est comme dans un avion. Hein. On est très heureux d'être en votre compagnie. Il est 6h27. Dans quelques minutes seulement, on aura respectivement les informations météorologiques et puis les informations tout court avec la ravissante, sympathique et, voilà, et très belle Miss Sako, Madame Sako sera avec nous. Allez, à tout à l'heure. MTN, everywhere you go. Madame, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre en ce lundi. Au lever de ce jour, les vents secs se renforceront et atteindront le sud forestier avec un temps relativement brumeux. Ainsi, du nord au sud forestier, le temps sera sec et poussiéreux. Sur le littoral, on aura la présence de nuages avec de faibles pluies, notamment sur le littoral est. Les températures prévues au lever de ce jour, 24 degrés pour Abidjan, Adiaké affiche 23 degrés, 22 degrés pour Bandoukou et Boaké, 21 à Daloa, 22 degrés pour Dimbokro et Gagnoa, de la fraîcheur à Korogo avec 20 degrés, 22 degrés à Man, 21 à Odiéné, 24 degrés pour San Pedro, 23 à Sassandra et à Tabou et 24 pour Yamoussoukro. Cet après-midi, du nord au sud forestier, le temps sera marqué par de la brume sèche qui réduira la visibilité. Sur le littoral, quelques denses nuages se formeront et pourraient apporter des orages et des averses localisées. Lisons les températures prévues pour notre après-midi. 31 pour Abidjan, 30 degrés à Adiaké, 34 degrés pour Bandoukou et Boaké, 32 pour Daloa, 34 à Dimbokro, 32 pour le Go, 34 degrés à Korogo, 32 à Man, 34 à Odiéné, 32 degrés à San Pedro et à Sassandra, la minimale de 31 relevée à Tabou et 33 pour Yamoussoukro. Et voilà, le résumé du temps de ce lundi est fait. À tous et à toutes, excellent début de semaine.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Nous démarrons avec l'actualité politique. La ville d'Agboville a abrité hier dimanche une cérémonie hommage des populations de l'Agnébitiassa au président de la République, Alassane Ouattara. Des retrouvailles pour marquer la reconnaissance des fils et filles de cette région au chef de l'État pour les chantiers de développement ouverts dans leur circonscription administrative, mais aussi pour la promotion de plusieurs cadres de cette région. C'était en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. On écoute donc le chef du gouvernement à l'occasion de cette cérémonie hommage. Oui, avec Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est dans de bonnes mains et sur la bonne voie, celle de son émergence. Nos progrès économiques sont salués unanimement dans le monde et la poursuite de cette politique économique et sociale permettra de relever, et je vous le dis, tous les défis auxquels notre pays est confronté et prioritairement celui de l'emploi des jeunes. C'est pour cela que, jeunes de Côte d'Ivoire, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Le président est déterminé à créer toutes les conditions qui permettront votre épanouissement chez vous, ici, en Côte d'Ivoire. L'action économique et sociale qui est menée, les politiques économiques qui sont menées, n'ont qu'un seul objectif, au bout, créer les emplois qui sont nécessaires pour vous donner des revenus en vous permettant de vivre correctement dans votre pays. Cette dynamique étant lancée, vous devez rester définitivement aligné derrière cette dynamique de progrès qui est lancée en Côte d'Ivoire. Vous ne devez pas avoir de comportement, qu'il soit étudiant, élève ou jeune en quête d'emploi, qui soit de nature à compromettre donc cette dynamique. Parce que cette dynamique, elle est faite pour vous. Elle n'est pas faite pour quelqu'un d'autre. Chers chefs traditionnels, c'est vers vous que je voudrais à présent me tourner. Votre responsabilité est grande. Vous incarnez la sagesse et la raison. Jouez pleinement votre rôle de régulateur social. Et c'est la Agnébitiassa qui aura gagné. C'est toute la Côte d'Ivoire qui se portera bien. J'invite donc à nouveau les cadres et les populations de cette belle région à soutenir leurs chefs et à poursuivre les efforts pour consolider la paix dans la Agnébitiassa et partant en Côte d'Ivoire. En santé, c'est une nouvelle qui va réjouir les personnes malades du cancer. La Côte d'Ivoire est désormais dotée d'un centre national de radiothérapie. Sa particularité, l'utilisation des rayonnements aux radiations pour détruire les cellules cancéreuses en bloquant leur capacité de se multiplier. Ce centre va donc améliorer le traitement et les conditions de prise en charge sanitaire des personnes atteintes du cancer. Où est-il situé? Quels avantages offre-t-il? Le point de Davis Oyo et Christelle Menon. 12 à 15 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque année en Côte d'Ivoire. Qu'il soit cérébral, de la prostate ou du sang, le cancer n'épargne personne, hommes, femmes, enfants. Mais c'est chez les femmes qu'il est le plus meurtrier. Près de 1200 femmes meurent chaque année du cancer du sein dans le pays. Depuis 2015, des mesures sont prises et des infrastructures construites pour réduire les méfaits du cancer sur la population ivoirienne. Septembre 2015, création d'un centre de scénologie pour la prise en charge du cancer du sein au CHU de Treichville. Octobre 2017, gratuité de la prise en charge médicamenteuse du cancer du sein chez les femmes exprimant le gène HER2 positif. Dernière en date, un centre national de radiothérapie dans l'enceinte du CHU de Cocody. La radiothérapie utilise les radiations pour détruire les cellules cancéreuses sur une surface plus ou moins localisée. C'est le premier centre de radiothérapie en Côte d'Ivoire. 4 bâtiments construits sur une superficie totale de 11 600 mètres carrés. On y fera de la prévention, du dépistage, du diagnostic, des soins et de l'accompagnement pour les patients et leurs proches. Sur place, les malades du cancer pourront être traités avec des équipements jusque-là accessibles seulement à l'étranger. La construction de ce centre national de radiothérapie et son équipement s'élèvent à près de 14 milliards de francs CFA. Dans la page économie de cette édition, du 11 au 13 décembre dernier, des présidents des chambres consulaires issus de 27 pays d'Afrique et d'Europe, membres de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, se sont engagés à travailler ensemble pour le rayonnement du secteur privé dans l'espace francophone. C'était lors de la 43e Assemblée générale de cette association tenue ici à Abidjan. Francis Boifou.
Des prestations artistiques pour faire connaître le riche patrimoine culturel et traduire l'hospitalité de la Côte d'Ivoire aux délégations de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, CPCAF. Son but, contribuer au développement du secteur privé africain par la coopération entre les chambres consulaires, membres de son réseau. Abidjan a abrité la 43e Assemblée générale de cette association. Je reste résolument convaincu qu'il n'y a pas de meilleur organisme que nos chambres consulaires pour faciliter le dialogue secteur public-secteur privé. Nous allons continuer à travailler pour nous rendre plus efficaces, encore dans la mise en œuvre des solutions pratiques de terrain pour le développement économique local. Le ministre, gouverneur du district d'Abidjan, représentait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à cette rencontre. Robert Begré-Mambé a invité les participants à faire preuve d'imagination pour favoriser la création d'entreprises dans les pays africains. Avec les entreprises privées, nos pays peuvent éviter le phénomène de l'immigration par la Méditerranée et que chacun de nous fasse l'effort pour capter les opportunités que nous offrent ces grandes entreprises dont on connaît la capacité et qu'on voudrait encourager. La conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, CPCAF, a été créée en 1973 par les présidents Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, Léopold Sédar Senghor du Sénégal et Georges Pompidou de la France. Pour mieux s'informer sur la classe moyenne en Côte d'Ivoire, l'Agence française de développement a initié une étude dont les résultats ont été présentés vendredi dernier au Plateau, au siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Cette étude indique par exemple que le revenu moyen du ménage est compris entre 95 500 et 455 000 francs CFA. Mais que doit-on retenir du concept de classe moyenne dans un pays? Les explications de Francis Boifou. La classe moyenne. Certains la définissent en tenant compte des catégories socio-professionnelles, quand d'autres se basent sur les écarts de revenus, principalement sur le niveau de vie. Partant, la classe moyenne se situe au-dessus des classes pauvres ou classes ouvrières et en dessous des classes aisées. Le cas de la Côte d'Ivoire après une étude menée par l'Agence française de développement AFD avec pour échantillon les ménages. Pour des ménages qui sont en moyenne entre 3 et 4 personnes, donc c'est des ménages assez restreints aussi, de taille assez restreinte, sur des niveaux de revenus qui vont de un peu moins de 100 000 francs CFA à 500 000 francs CFA par mois sur l'ensemble du ménage. Des résultats qui aideront à l'élaboration de politiques de développement. Faire des plaidoyers auprès des pouvoirs publics, mettre en œuvre des politiques et des actions pour le développement de l'entrepreneuriat et qui pourraient avoir une incidence dans l'augmentation et dans l'élargissement de la classe moyenne. La classe moyenne rassemble un ensemble de populations hétérogènes. Elle constitue le moteur de croissance dans un pays. Puisqu'elle va augmenter la demande intérieure du pays et donc augmenter le PIB. En même temps, elle crée une demande supplémentaire de consommation et des biens de services qui est assez différente de celle qui peut être générée soit par les classes très riches, soit par les classes très pauvres. Donc ça contribue à la diversification de l'économie. Le concept de classe moyenne en Afrique fait toujours débat entre chercheurs, experts, structures de développement, cabinets de recherche et institutions. La Banque africaine de développement BAD considère que lorsqu'un Africain a plus de 1000 francs CFA par jour pour vivre, il n'est plus pauvre et donc appartient à la classe moyenne. Selon le cabinet Deloitte, 60% des Africains considérés comme appartenant à la classe moyenne vivraient avec 1105 à 2275 francs CFA par jour. Un mot de religion, le Vitré II, dans le diocèse de Grand-Bassam, a inauguré récemment sa toute nouvelle chapelle. C'est Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, qui a consacré cet édifice religieux. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités coutumières, administratives et politiques. Elle était placée sous le haut parrainage de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Chantal Akandan. Situé à 20 minutes du centre-ville de Grand-Bassam, le village de Vitré II vient de consacrer sa toute nouvelle église catholique, baptisée Immaculée Conception. L'édifice religieux a coûté plus de 500 millions de francs CFA, avec une capacité de 500 places. Un don du roi de Mossou, Nonon Kanga Assoumou. Aujourd'hui, l'église Immaculée Conception fait la fierté des Vitréens. Hier, ce n'était pas comme ça, c'était en bambou.
dans le fond du village là-bas. Et quand c'est tombé en ruine, on faisait la messe chez un douanier, son salon. C'est après ça que le père Mario était venu la demander des briques de ciment de Chipa pour nous faire une petite chapelle. Conformément aux exigences de l'Église catholique, les clés de cette bâtisse ont été remises à l'évêque du diocèse de Grand-Bassam, Monseigneur Raymond Aoua, qui a procédé à la bénédiction des lieux. Dans son homélie, l'évêque de Grand-Bassam a loué l'acte hautement spirituel posé par le roi de Mossou à travers ce don. Pour Dieu, aucun sacrifice n'est de trop. Vous qui venez de nous le prouver, à travers ce don, le don de ce complexe religieux, comprenant une église, un presbytère et ses annexes, une grotte offerte à Maman Marie. Il faut reconnaître que pour Dieu, la grandeur et l'essentiel d'une œuvre dédiée à Dieu ne réside pas tant dans les dimensions que dans la perfection. Cette cérémonie a vu la participation d'autres confessions religieuses venues soutenir leurs frères chrétiens catholiques. Ont également rehaussé de leur présence les autorités administratives et politiques du pays. Des guides religieux ivoiriens ainsi que ceux de 32 pays africains et marocains, membres du Conseil supérieur de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, étaient en conclave à Fès au Maroc. Une rencontre pour tabler sur la promotion des préceptes islamiques et sur la diffusion de la pensée islamique modérée. Pargassoro connaît depuis le Maroc. Cheikh Bouakari Fofana, Cheikh Moustapha Sonta, Imam Traoré Mamadou et Dr Younous Touré, 4 guides religieux musulmans ivoiriens nommés par le roi Mohamed VI du Maroc en 2015 dans le Conseil supérieur de la fondation qui porte son nom. Représentant les guides religieux musulmans de la Côte d'Ivoire, ils ont pris part à Fès au Maroc à l'Assemblée du Conseil supérieur de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. L'objectif de cette rencontre, la mise en évidence et la promotion des préceptes islamiques, la diffusion de la pensée islamique modérée, mais aussi la consolidation des relations historiques entre le royaume chérifien et les autres pays africains. Nous avons eu à travailler depuis hier jusqu'à aujourd'hui sur des thèmes qui nous intéressent tous. Comment combattre l'extrémisme? Il faut faire en sorte que les Africains puissent mieux comprendre et cerner les problèmes de leur religion pour que cette religion soit une religion de réconciliation, une religion de pacification en Afrique. Heureuse de cette initiative, la délégation ivoirienne entend apporter sa contribution à sa réussite et à la promotion d'un islam de tolérance. Nous sommes en phase, n'est-ce pas, avec la vision du roi Mohamed VI, de rappeler aux gens les fondements même de l'islam, de rappeler aux gens que l'islam est une religion de paix avant tout autre. L'islam, c'est le vivre ensemble avec les autres. C'est une vision qui va avec la vision de l'islam africain. C'est l'islam tolérant et c'est l'islam qui n'est pas du tout en phase avec l'extrémisme. À l'issue de cette assemblée, plusieurs propositions et recommandations ont été faites. Cela en vue de promouvoir les idéaux et la vision du Conseil supérieur de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. Parlons gestion des archives. La commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, avec l'appui technique du bureau UNESCO d'Abidjan, a organisé les 15 et 16 décembre dernier à Grand-Bassam un atelier d'appui à la conservation et à la gestion documentaire. Objectif, renforcer les capacités des professionnels du secteur pour une meilleure gestion des archives. Issa Chonan Yeo. Les archives représentent une richesse culturelle, intellectuelle, politique et économique. Malheureusement, dans l'administration, c'est un secteur laissé pour compte. Les archives nationales sont dans une situation vraiment difficile. Nous sommes confrontés à des problèmes d'organisation et de moyens pour assurer la gestion efficiente des archives publiques. Ce n'est pas toutes les informations qu'on donne et à qui on donne. Il faudrait que l'information soit vraiment protégée. Et c'est ce que la KIDP aujourd'hui essaie de nous apprendre. La mise en valeur des archives est une préoccupation pour la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, KIDP, et le bureau UNESCO d'Abidjan. Pour que l'information soit disponible, il faut qu'elle soit conservée, il faut qu'elle soit bien gérée, il faut qu'elle soit bien managée, j'ai envie de dire. C'est la raison pour laquelle on veut outiller les personnes justement qui s'occupent de la conservation du patrimoine documentaire, notamment les archivistes et toutes les personnes qui interviennent dans la chaîne de cette conservation. Il existe 107 documents
publics issus de 74 organismes publics qui sont disponibles sur le site de la KIDP. Au cours du présent atelier, il s'agira d'une part de comprendre l'importance des archives dans le bon fonctionnement des administrations publiques et d'autre part de proposer et d'adopter des méthodes d'organisation et de gestion des archives intégrant l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Kébé Yacouba indique par ailleurs que la KIDP restera très vigilante sur la question des données ouvertes et de l'archivage numérique. À l'étranger, les milliers de délégués du parti ANC au pouvoir en Afrique du Sud ont commencé à voter pour se choisir un nouveau chef dans la nuit d'hier à aujourd'hui, après avoir d'abord annoncé que le vote était reporté. Loin de l'Afrique du Sud, le premier président de droite à avoir gouverné le Chili après la fin de la dictature a été réélu hier soir avec environ 54% des voix. Il bat donc assez largement son concurrent de centre-gauche Alejandro Guillier, un ancien journaliste. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci Maï, on vous retrouve demain sur ce plateau. Toujours avec le même plaisir, croyez-moi. Merci Marcelin. Bonne journée plaisir à vous. Partagé. Absolument. Allez, Matin Bonheur, les lundis, vous le savez, c'est le passage obligé dans l'instant vérité. Aujourd'hui, la rédaction de Matin Bonheur s'intéresse aux sautes d'humeur à l'école. Quelle solution? Parce que moult fois, on entend des choses dans le milieu de l'éducation. Il faut dire qu'il y a toujours de la matière. Alors, M. Abdoulaye Kouyaté est chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il est reçu par Gabriel Zani. Il nous dira tout. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à bout de ces sautes d'humeur qui rythment l'école ivoirienne? Instant vérité, c'est parti. Bonjour à tous, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois dans Instant Vérité. Depuis quelques années, à l'approche des congés scolaires, les élèves se mettent en congé avant la date prévue. Ce vent d'anticipation souffle à Abidjan, Bonon, Korogo, Daloa, Man, bref. Manipulation ou saut d'humeur des élèves, responsables scolaires et parents se posent des questions et se rejettent mutuellement la responsabilité de ces troubles. Quelle est donc cette énigme? Quelle est donc cette énigme? Pourquoi pas de solution? Que fait exactement le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle? Nous aurons sans doute les réponses ce matin avec l'inspecteur général et chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Bonjour, Monsieur Kouyaté Abdoulaye. Bonjour. Alors, Monsieur Abdoulaye, dites-nous tout de suite, comment se fait aujourd'hui le découpage de l'année scolaire? Combien de semaines y a-t-il dans un trimestre? Je voudrais vous remercier de l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer sur la question du jour. En fait, en début d'année, le ministère de l'Éducation nationale, par un service, par une direction, la direction des écoles, lycées et collèges, fait le calendrier scolaire avec le découpage de l'année. Pour ce qui concerne l'enseignement général, il y a 3 trimestres. Le premier trimestre, en tout cas pour ce qui concerne l'enseignement général, part du 11 septembre cette année, n'est-ce pas, au 8 décembre. Et le deuxième trimestre part du 11 décembre au 9 mars. 9 mars, vous me suivez bien. Oui. Et le troisième trimestre part du 9 mars au 8 juin. Vous avez combien de semaines dans chaque trimestre? Donc, pour le premier trimestre, il y a 12 semaines pour le premier trimestre. Le deuxième trimestre, 11 semaines. Et le dernier trimestre, 11 semaines. Cela fait un total de 34 semaines, soit 1020 heures par an. D'accord. Alors, quelles sont les dates des congés? Et est-ce que les élèves sont informés sur ces dates bien avant les congés? Les élèves sont informés. Je voudrais vous présenter, n'est-ce pas, ce périodique, la nouvelle école ivoirienne, qui est publiée tous les 2 mois. Et les élèves ont accès à cela. Mais indépendamment de cela, tous les ans, dès que le calendrier scolaire est fixé, donc la direction que nous appelons la DELC, que je viens de citer tout à l'heure, publie dans tous les établissements,
dans un premier temps, dans toutes les directions régionales, dans tous les établissements scolaires, secondaires comme primaires, le calendrier scolaire. Et ce calendrier est affiché dans tous les lycées et collèges, dans toutes les écoles primaires. Donc, dès le début de l'année, les élèves, les enseignants et les gestionnaires de l'école savent, n'est-ce pas, quel est le calendrier scolaire. Ils savent quand nous allons en congé et quand les congés prennent fin. D'accord. Alors, donc, pourquoi ces grognes de la part des élèves? S'ils savent tout, pourquoi les élèves se mettent en congé précipitamment alors qu'ils connaissent déjà les dates des congés? Bon, il faut comprendre aussi que ça a toujours existé. C'est un mouvement de jeunes. Les jeunes, à l'approche des congés, piaffent d'impatience certainement de retrouver, n'est-ce pas, leurs parents qu'ils ont quittés depuis 3 mois. C'est beaucoup, surtout pour les jeunes gens. Cela peut se comprendre. Et cela ne date pas de maintenant, je peux le dire. Depuis les années 90, le phénomène a pris, n'est-ce pas, un peu d'ampleur. Mais il faut dire que cela a été circonscrit depuis de 2012 par le fait qu'on avait réussi à faire en sorte que les années commencent à bonne date, les congés se font à bonne date, les vacances à bonne date et que les rentrées se font, n'est-ce pas, à bonne date. Maintenant, cela a pris une ampleur particulière cette année. Sinon, depuis 2012 à 2015, en tout cas, on a réussi à circonscrire. Même s'il y avait des manifestations, c'était à 1 ou 2 jours, n'est-ce pas, de la rentrée. Cette année... Alors, mais en même temps, la question qui me vient à l'esprit au regard de ce que vous venez de dire, est-ce que ces troubles ne sont pas, je vais dire, des appels lancés par les élèves qui sont épuisés, comme vous avez dit, après des semaines de cours intenses? Non, je ne crois pas. Est-ce qu'on ne peut pas lire cela comme cela? Non, je ne crois pas. Parce que le système est structuré de telle sorte que toutes les 6 semaines, il y a un repos. C'est-à-dire que quand la rentrée a eu lieu le 11 septembre, vous avez les vacances de Toussaint qui viennent. Après 6 semaines, qui permettent aux enfants de se reposer pendant 5 jours ou 6 jours. Ensuite, viennent les vacances de Noël. Après les vacances de Noël, 6 semaines après la rentrée, je veux dire, il y a les vacances de février qui viennent. Et après les vacances de février, donc 6 semaines après, quelquefois même moins de 6 semaines, nous avons les vacances de Pâques et puis les grandes vacances. Donc finalement, on ne peut pas justifier que les enfants sont fatigués. Donc rien ne justifie. Rien ne justifie. Alors donc si rien ne justifie, on veut vraiment comprendre ici, à Instant Vérité, d'où viennent ces mouvements d'humeur que justement rien ne justifie selon ce que vous venez de dire. Ben écoutez, alors interrogeons-nous tous parce que nous sommes tous, n'est-ce pas, des parents d'élèves, vous et moi, nous sommes tous, n'est-ce pas, des parents d'élèves. Facilité des enfants, perte du goût de l'effort, propension au plaisir facile, manipulation. Vraiment, on se pose tous, n'est-ce pas, des questions. Manipulation? Vous avez parlé de manipulation? Je dis bien que nous nous posons des questions parce qu'il y a des éléments qui nous amènent, n'est-ce pas, à cela. Parce que depuis déjà le début du mois de décembre, des SMS circulent invitant les élèves à aller en vacances. Depuis le 15 décembre jusqu'au 8 janvier. Alors, ces SMS qui circulent, vous avez fait une enquête, vous savez plus ou moins... Bon, les services compétents sont à l'œuvre. Je crois que Madame le ministre a saisi le ministère de l'Intérieur et le ministère, n'est-ce pas, de l'économie numérique pour faire les remontées, n'est-ce pas, de ces SMS. Et les coupables, comme elle l'a dit lors de la réunion qu'elle a tenue avec les parents d'élèves et toute la communauté éducative, les coupables seront identifiés et répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. Oui, mais est-ce que la menace paye? Est-ce que cette menace-là arrive, je vais dire, à circonscrire ses velléités? Oui, mais... Est-ce que la sortie de la... Enfin, je répondis ce que vous venez de dire. Mais de toutes les façons, il faut prendre des mesures. Il faut prendre des mesures. On ne peut pas laisser la chose, le désordre prospérer comme cela. Il faut prendre des mesures. Il faut identifier, n'est-ce pas, le coupable. Une fois qu'on aura identifié le coupable, les mesures, si cela nécessite qu'ils répondent de leurs actes devant les juridictions compétentes, ils le feront. Non, mais enfin, la question, vous dites que c'est depuis 2015 que le phénomène s'est amplifié, n'est-ce pas? Alors, depuis 2015, Madame la ministre fait des sorties. Elle sort en 2015, elle répond en 2016, en 2017, elle a fait récemment une sortie. Alors, elle a toujours dit que les coupables répondront de leurs actes. Mais est-ce que ces menaces sont payées? Ces troubles sont revenus de plus belle? Oui, mais écoutez, je dis que bon, les troubles sont revenus. Mais ce qu'il faut reconnaître, cela se faisait à 1 ou 2 jours, n'est-ce pas, avant les vacances. C'est-à-dire peut-être qu'à partir du 20, comme les vacances sont prévues pour le 22 cette année, c'est à partir du 20 ou bien le 21 que les manifestations se faisaient. Mais cette année, particulièrement, 3 semaines avant les vacances, les élèves veulent aller. Voilà. C'est là ce qui nous amène à trouver d'autres sources.
D'accord. Donc, alors, est-ce que... Il faut retenir que c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Oui, ce n'est pas nouveau, ça ne mais date c'est pas, n'est-ce pas? Voilà. Non, ça ne date pas, mais en même temps, rien n'a été fait pour le stopper. Rien n'a été fait pour le stopper, puisque c'est maintenant qu'il devient de plus en plus fort, de plus en plus aigu. Je vous disais tantôt que le phénomène existait depuis les années 90. Et à partir de 2012, nous avons réussi à circonscrire les choses. Madame le ministre a pris les dispositions avec tous ses collaborateurs, faire en sorte que le jour des vacances de Noël, les enfants partent ce jour-là, généralement après les cours de l'après-midi. Et cela a été fait, cela a été circonscrit de 2012 jusqu'en 2015. C'est à partir de 2016 que le phénomène a commencé, n'est-ce pas, à prendre un on va essayer de comprendre ensemble pourquoi. Est-ce que le système de découpage actuel ne favorise pas l'anticipation des congés par les élèves? Non, pas du tout, pas du tout. Est-ce que ce n'est pas le système qui est mis en place que les élèves ne veulent pas? Mais ça a toujours existé. Et dans tous les pays du monde, c'est le même découpage de l'année scolaire. C'est le même dans tous les pays du monde. Il y a une date, n'est-ce pas, pour rentrer. Il y a une date pour les vacances et il y a une date, n'est-ce pas, pour les grandes vacances. Je vais être plus pratique sur le sujet. Alors, comment les choses se font dans la pratique? Nous avons mené notre petite enquête. Il se trouve qu'on arrête les notes le 8 décembre, comme vous venez de le dire. On calcule les moyennes, on tient les conseils de classe qui durent en général 3 jours. Donc, ça fait déjà, je crois, une semaine de flottement. Et il faut dans le même temps préparer les cours, faire de nouveaux devoirs et contrôles. Dites-nous, comment cela peut-il se faire concrètement? Je vous le disais, et c'est à dessein que je vous ai donné le calendrier de trimestre. L'un trimestre qui prend fin, n'est-ce pas, le 8 décembre, le lundi qui suit, le deuxième trimestre commence. Oui. Ce qui signifie qu'en même temps que les enseignants font calculent les moyennes, dans chaque discipline, et les moyennes générales, en même temps, on peut programmer des cours pour faire les choses. Est-ce que cela est possible? Mais si ça est possible. Écoutez, vous parlez à un enseignant. Cela a été de tout le temps. Donc, c'est en même temps que le trimestre prend fin, n'est-ce pas, le trimestre prend fin, l'autre commence pour anticiper. En fait, ce que je voulais que vous voyiez, c'est quoi? C'est que quand on arrête les notes, c'est vrai, ce n'est pas l'arrêt des cours, mais en même temps, quand on arrête les notes, on calcule les moyennes. Il y a 2 jours vacants. Quand on tient les conseils de classe pour pouvoir tirer les leçons il n'y a pas 2 jours vacants. Il n'y a pas 2 jours vacants. Le vendredi 8, le vendredi, c'est la fin de la semaine. Oui. Et le lundi qui suit, c'est le 11. Le deuxième trimestre commence déjà le 11. Oui, mais le deuxième trimestre qui commence là, les élèves n'ont pas encore, je vais dire, il y a un temps qui n'est pas comblé, il y a un vide. Est-ce que ce vide-là, est-ce que ce vide, s'il vous plaît, est-ce que ce vide ne donne pas aux enfants un vent de liberté? Ce que je veux dire, il n'y a aucun vide, n'est-ce pas, dans notre système scolaire. Il n'y a aucun vide. Vous en parliez tantôt. Il y a le calcul des moyennes par discipline. Il y a le calcul des moyennes générales. Et en même temps, il y a les cours qui se font. Est-ce que manifestement, un professeur qui n'a pas qu'une seule classe, un professeur qui a au moins 4 classes, je vais dire 4 classes, de 80 élèves, l'effectif, comment il peut calculer les moyennes pour 4 classes, pour 80 élèves, préparer les cours, faire les devoirs? Comment ça peut se faire manifestement? Je dois vous dire que c'est un professeur, le maximum qu'il puisse avoir, les disciplines les plus délicates, c'est le français et puis les mathématiques. Le maximum de classes qu'un professeur puisse avoir, c'est 4 classes. Oui, c'est ce que je viens de dire. Si la 4 classes, donc nous avons, s'il vous plaît, nous avons, n'est-ce pas, du 11 au 22, ça fait 11 jours. Et ces 11 jours sont largement suffisants. Pour calculer les moyennes par discipline. Les calculs des moyennes ne se font pas comme cela. C'est-à-dire que le professeur calcule ses moyennes, n'est-ce pas, avant qu'il ne vienne rencontrer les élèves. Il vient tout simplement contrôler, n'est-ce pas, les moyennes avec les élèves. Ça dure 1 heure de temps, 2 heures maximum. Une fois qu'il a fini de faire ceci, et alors il poursuit ses cours. Vous voyez, c'est ça. D'accord. Voilà. On y reviendra tout à l'heure. Juste le temps pour nous également de nous donner un petit congé. Donc une petite pause pour revenir. Donc, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Vous savez, monsieur Kouyaté, ce que vous venez de dire, c'est vraiment très important. Et ce que je viens de dire, il faut que vous le compreniez très bien. Il faut que vous saisissiez. Je veux dire, un professeur qui a 4 classes, dans les établissements publics, on a au moins un effectif de 80 élèves par classe. Comment ce professeur peut calculer les moyennes sous la pression,
en même temps préparer les cours, faire des devoirs de contrôle pour le deuxième trimestre sans qu'il y ait un temps vacant, même si c'est une semaine. Est-ce que ce temps vacant-là ne donne pas la possibilité aux enfants de partir? Ce que je vous dis, ce qui est valable depuis l'arrêt des notes jusqu'au congé est valable depuis le début de l'année jusqu'à la date des vacances. C'est la même chose. Il n'y a pas de temps libre. Il n'y a vraiment pas de temps libre. Les moyennes sont calculées. Et si j'ai 2 heures de cours, je prendrai par exemple 1 heure, n'est-ce pas, pour calculer les moyennes, pour contrôler les moyennes avec les élèves, et puis l'autre heure pour poursuivre mes cours ou alors faire un devoir ou bien une interrogation. Donc il n'y a pas de temps possible, n'est-ce pas, de vacances libres. Voilà, vous voyez, c'est donc depuis le 11 septembre jusqu'au 8 décembre, n'est-ce pas, il n'y a pas de temps libre. Tout comme depuis le 11 décembre jusqu'au 22, il n'y a pas de temps libre. Justement, la tension devient plus forte parce qu'il y a en plus des cours, des interrogations, des devoirs, il y a le calcul des moyens. Donc il n'y a pas de temps libre. Il ne saurait y avoir de temps libre. Okay, voilà, pour permettre aux élèves, n'est-ce pas, de faire autre chose que cela. Non, il n'y a pas de temps libre. On y revient tout de suite, voilà. Monsieur Abdoulaye Kouyaté. Juste le temps pour nous, à l'instant, je le disais, de passer à la réclame publicitaire. Être en famille, c'est bien. Mais avec les pâtes maman, c'est encore mieux. Parce que chaque repas est un moment plein de bonne humeur. Maman, c'est toi qu'on préfère. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit une équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. L'utilisation des pesticides interdits, périmés et frauduleux est dangereuse pour notre santé et notre environnement. La réutilisation des bidons et boîtes de pesticides est un danger pour la santé de tous. Attention, les résidus de pesticides interdits, périmés et frauduleux contaminent nos aliments. Agriculteurs, applicateurs, revendeurs des pesticides, de nombreuses maladies proviennent de l'utilisation des pesticides interdits, périmés et frauduleux. Ils sont dangereux pour nous tous. Ensemble, disons non à leur commercialisation et leur utilisation. Ceci est un message du projet de gestion des pesticides obsolètes de Côte d'Ivoire, Progepsi. Le réseau d'agences RTI Publicité présente le Best-of Volume 2 de Bonjour. Revivez les meilleurs instants de fou rire. Best-of 2, c'est aussi... Concours national de Nouchi. À la clé, il y a 30 millions. Mais pour pouvoir avoir ça, il faut dire en Nouchi. Il y a un oiseau qui a volé jusqu'à il était fatigué. Il a vu un arbre, il s'est caché derrière l'arbre et puis il est mort. Abobo prend position. Levez mon corps. C'est un haut. Le oh. On répond, hein? Il a. Un. Maintenant, comme le. Il a un P. Il a. Un. Donc il sait. Derrière le. Et puis lui-même, il est. On dit donner la coupe à Abobo. Prix 2500 francs CFA. Point de vente, Edipresse partout en Côte d'Ivoire. RTI Publicité Vallon, RTI Publicité Plateau, RTI Publicité San Pedro, RTI Publicité Boaké, Soum Cosmétique, Yamoussoukro. Bonjour, un concept RTI.
De retour sur le studio de Matin Bonheur, mesdames et messieurs, vous êtes dans Instant Vérité. Et je suis en train de parler de l'école, voilà, de l'anticipation des congés par les élèves, voilà, avec monsieur Abdoulaye, monsieur Kouyaté Abdoulaye, il est inspecteur général, il est le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Alors, monsieur, donc, vous dites qu'il n'y a pas de temps vacant et que c'est tout à fait normal qu'il est possible pour un professeur d'arrêter les notes, de calculer les moyennes, de faire les cours, de faire les devoirs, sans que vraiment cela n'ait aucune incidence sur, je vais dire, les élèves. Ce que je peux dire, l'année scolaire est, je ne dirais pas saucissonnée, mais est repartie, n'est-ce pas, en nombre de semaines. Si vous prenez le premier trimestre, il compte, n'est-ce pas, 12 semaines. Et ces 12 semaines doivent être largement, totalement consommées pour être conformes aux normes internationales. Et puis, il y a, dans ces 12 semaines, il y a 360 heures. Le deuxième trimestre, c'est 11 semaines, 330 heures. Et toutes ces heures-là doivent être conformes. Et je dois rappeler que la Côte d'Ivoire vient de loin parce qu'en 2011, quand Madame le ministre prenait les rênes, n'est-ce pas, de ce département, il y avait, pour l'année, nous étions largement en deçà de la norme internationale. C'était 675 heures. À partir de l'entrée de 2015-2016, on était à 832 heures. Et aujourd'hui, nous sommes à 1020 heures. Quand on vous écoute, c'est pour répondre, c'est pour être en phase avec la norme internationale. Ce n'est pas pour, je vais dire, comprendre les enfants, les élèves qui sont en face de vous, qui lancent manifestement un cri, qui disent que bon, ils sont fatigués, mais malgré cela, bon... Mais ce que je veux dire, c'est que chaque acteur, n'est-ce pas, a son rôle. Il appartient à l'État de Côte d'Ivoire, au ministère, de faire un programme. Chacun a son rôle. Et comme le disait un auteur, dans une société africaine bien hiérarchisée, chacun y trouve sa place. Dans une société moderne, bien organisée par les lois, chacun a sa place. Les élèves ont pour rôle, n'est-ce pas, d'aller à l'école, de faire les apprentissages, n'est-ce pas, de se soumettre, n'est-ce pas, à ce qu'on leur dit. Et le rôle de l'administration, c'est de fixer la date de l'entrée. C'est de fixer, n'est-ce pas, la date, n'est-ce pas, des congés et ainsi de suite. Chacun a son rôle. Chacun doit se conformer à son rôle. Et l'année est faite de telle sorte qu'il n'y a pas de surexploitation, n'est-ce pas, des élèves. Je le dis. Si et cela est conforme, n'est-ce pas, à la norme. Chacun a son rôle, si chacun a son rôle, qui sont, je vais dire, ceux que vous avez rencontrés dans la recherche de solutions. Parce que le phénomène perdu, oui, mais non, mais nous avons rencontré... L'anticipation des congés par les enfants perdus, d'année en année, ça prend de l'ampleur. Nous avons rencontré, n'est-ce pas, les parents d'élèves. Nous avons rencontré les parents. Madame le ministre, le mardi dernier, a rencontré les parents d'élèves. Et il ne s'agissait pas seulement des parents d'élèves. Les chefs religieux, les guides religieux, les chefs traditionnels, au haut niveau, n'est-ce pas, les associations, n'est-ce pas, des parents d'élèves. Et toute la communauté éducative a été retenue. Parce qu'en fait, est-ce que chaque acteur, n'est-ce pas, de notre système scolaire joue son rôle? Est-ce que les parents ont un encadrement qu'il faut pour donner une bonne... Alors vous jetez la responsabilité Non, sur non, les je parents. ne jette la responsabilité, mais je pose une question. Je m'interroge. Je m'interroge. À partir du moment où tout le monde sait, depuis le début de l'année, que l'année, on rentre à telle date, on va en vacances de Noël ou bien de Toussaint à telle date, chacun le sait, toute la communauté le sait. Mais pourquoi vouloir anticiper? Parce que si on ne le fait pas, ça va jouer, ça pourrait jouer sur, n'est-ce pas, les dates des examens. Il y a un programme, qui ne serait pas accepté. Mais pourquoi vous ne rencontrez pas les élèves eux-mêmes? Oui, si, les élèves ont été rencontrés. Les élèves ont été rencontrés, mais les élèves, évidemment, c'est que vous ne savez pas. À Agoville, à Dimbokro, à Bassam, le préfet, le directeur régional, les chefs religieux, les chefs traditionnels ont rencontré, n'est-ce pas, le collectif des élèves pour leur faire part, n'est-ce pas, de l'exigence du respect du calendrier scolaire. Les élèves ont chose, et c'est la raison pour laquelle nous nous posons des questions, il n'y a pas de manipulation. Quand vous rencontrez les élèves, mais ils sont de bonne foi, ils regrettent, n'est-ce pas, leurs actes. Mais 48 heures après, n'est-ce pas, ils reviennent, n'est-ce pas, avec des jets de pierre, avec des gourdins, n'est-ce pas, avec des sifflets. Il y a un problème. Voilà, il y a un problème, vous voyez. C'est pourquoi nous posons des questions s'il n'y a pas de manipulation. Parce que quand vous rencontrez les élèves partout, les élèves ont été rencontrés. Partout. Quand il y a des problèmes, les élèves sont rencontrés avec, n'est-ce pas, leurs responsables, les premiers responsables.
les élèves sont rencontrés. Et quand vous les rencontrez, n'est-ce pas, ils montrent, n'est-ce pas, la bonne foi, ils montrent qu'ils sont suffisamment responsables et soucieux, n'est-ce pas, de leur avenir. Mais 48 heures après ou bien 24 heures après, ils reviennent. Donc ça vraiment, ils reviennent 48 heures après, mais vous ne savez toujours pas. Comment? Vous dites que cela relève de la manipulation. Oui, non, je ne l'affirme pas, mais je me pose des questions et tout le monde doit pouvoir se poser des questions. Depuis le début de l'émission, vous parlez de manipulation. Hein. Vous ne l'affirmez pas. Oui, je ne l'affirme pas, mais je dis oui, c'est ça. Parce que quand on voit ce qui se passe en amont, on se pose des questions. Pourquoi 10 jours ou bien 3 semaines avant les vacances? Vous savez, monsieur Abdoulaye, avant, dans les années 90, on arrêtait les notes le 21 décembre. Le 22, on calcule les notes, on calcule les moyennes et en même temps, voilà, on va en congé. On s'en va. Il n'y avait pas de problème. Dans le calendrier scolaire, parce que ce que je veux vous dire, les notes sont arrêtées soit une semaine avant, n'est-ce pas, les vacances, pour permettre de tenir les conseils des classes, pour que les parents aient les bulletins de notes, n'est-ce pas, pendant les vacances, et puis voir quels sont les rattrapages qu'ils peuvent faire au niveau des enfants. Sinon, les notes ne sont jamais arrêtées, n'est-ce pas, le jour du départ des vacances. Une semaine ou bien 2 semaines avant, les notes sont arrêtées pour permettre de tenir les conseils des classes. Alors, monsieur Kouyaté, oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci d'être venu sur le plateau de Instant Vérité pour dire votre part de vérité sur l'anticipation des congés par les élèves. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir suivi cette tranche. Restez avec nous, Matin Bonheur continue. Merci beaucoup, Gabriel Zani. Merci beaucoup. Un thème très intéressant, tellement passionnant que on vous a laissé donc déborder jusqu'à 11. Voilà, c'est pour la bonne cause. Parce qu'il y a tellement à dire. Et puis, l'éducation, vous savez, c'est le plus gros budget de l'État, donc 40%. Donc, c'est normal qu'on puisse y accorder une grosse partie du temps le budget de Matin Bonheur. Merci beaucoup également à votre invité, monsieur Abdoulaye Kouyaté. Je rappelle, il est chef. Voilà, la discussion continue. C'est comme ça, c'est le Instant de vérité. Chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le thème saute d'humeur à l'école. Quelle solution? À présent, question pour un champignon. Pas champignon, hein, mais champignon parce qu'on va parler champignons. Avec un spécialiste, il est passionné de champignons. C'est voilà, avec lui, on peut en parler pendant des heures, un peu comme le débat qui a eu lieu tout à l'heure. Mais on va avoir au moins une quinzaine de minutes et discuter avec M. John Martin Segbo, juste après le jingle. Monsieur Segbo, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la star depuis votre passage. Tout le monde ne demande que vous. On veut avoir les ficelles pour la culture du champignon. Vous avez l'occasion d'être sur ce plateau. On va reconduire le thème. Quelle opportunité, la culture du champignon, quelle opportunité d'affaires. Aujourd'hui, vous voulez mettre l'accent sur quoi de façon particulière? Bon, merci, chers téléspectateurs et amis de champignons, bonjour. Je suis ravi d'être encore sur le plateau pour parler des champignons parce que pour moi, le champignon, c'est la culture de l'émergence. Le champignon est la culture de l'émergence. Et pourquoi? Parce que c'est une culture très innovatrice. Il y a tellement de choses qu'on fait avec les champignons qu'on ne peut pas faire avec les autres cultures. Bon, donc, ce matin, je vais parler de vraies opportunités d'affaires dans ce business. Vous savez, les gens se posaient beaucoup de questions. Bon, qu'est-ce que je peux gagner dans la culture des champignons? Bon, la culture de champignons peut être comparée à l'élevage. Si vous faites 500 poulets, mais vous aurez le revenu de 500 poulets. Absolument. Si vous faites 1000 poulets, vous aurez le revenu de 1000 poulets. Si vous faites 50 000 poulets, mais vous aurez les revenus de 50 000 poulets. Donc, tout est question de budget et ce que chacun peut faire. Mais toujours est-il que, quel que soit le budget, quel que soit ce que vous mettez dedans, le champignon, vous avez vos revenus assez intéressants. C'est-à-dire, concrètement? C'est-à-dire, par exemple, je prends le cas de zone rurale. Je prends Daloa ou Gagnoa, les zones où il y a la riziculture. On peut faire, avec 200 000 francs, on peut faire la culture des champignons avec la paille de riz. Et on peut gagner pratiquement 50 à 100 000 francs par mois. Comment? Mais toute personne qui veut quand même cultiver les champignons doit être formée.
avec 200 000 francs, on fait des trucs très rudimentaires parce que le champignon se fait dans des bâtiments. Par exemple, vous avez des bâches noires, vous avez du bois, bambou, raffia et autres. Mais vous faites une structure où vous ensemencez des sachets. Vous pouvez ensemencer sur 200 mètres carrés. Vous pouvez ensemencer plus de 500 sachets. Et les 500 sachets, ça donne un demi-kilo jusqu'à 1 kilo de champignons au bout de 2 mois. Ouais, mais oui, et donc vous allez forcément avoir des bénéfices. Vous rentrez au minimum, vous rentrez dans vos fonds. Vous rentrez dans vos fonds. Vous dépassez. Vous dépassez, vous rentrez dans vos fonds, c'est-à-dire il y a beaucoup de bénéfices là-dedans. Et les zones où les jeunes ou bien des femmes en zone rurale ont pratiqué cette culture avec la paille de riz, avec le chien-dent, le gazon qu'on appelle chien-dent. Tout ça, c'est des supports avec lesquels on cultive les champignons. Et les gens disent même que c'est plus intéressant que certaines cultures. Je ne veux pas les mentionner. Mais les gens gagnent bien vraiment des bénéfices. Quelle opportunité, quelle chance pour les femmes? Parce que les mais femmes, justement, mais les femmes en zone rurale. Oui, les femmes doivent être formées. Donc moi, s'il faut discuter avec madame la ministre des Femmes, de Solidarité et autres, mais toutes ces coopératives en zone rurale. Avant d'arriver à madame la ministre, avec les femmes, là, quel conseil pouvez-vous leur donner directement? Mais bon, celles qui sont dans les coopératives, mais les chefs des coopératives puissent m'appeler et puis organiser des séances de prise. Déjà, j'ai des stagiaires. J'ai des stagiaires depuis l'annonce, j'ai des stagiaires qui ont commencé à apprendre la culture des champignons. C'est bien. Et avec la paille de riz et autres, 10 jours, vous avez terminé votre formation. 10 jours, ça suffit pour former des femmes en zone rurale pour cultiver les champignons avec la paille de riz, avec la paille de mil, sorgho et toutes ces céréales. Donc c'est très facile. Vous voyez. Et, bon, maintenant, si vous arrivez au niveau de ceux qui ont un peu plus de moyens, par exemple avec 3 millions, si vous pouvez investir 3 millions, mais vous récoltez à peu près 300 kilos de champignons par mois. 300 kilos de champignons, ça fait presque 750 000. Vous voyez? Et vous renouvelez 750 000 par mois. Par mois. C'est possible. Wow. C'est possible. Et moi, j'en connais qui le font parce que je ne dis pas, je n'invente pas des chiffres. Hein? J'ai pris contact avec ceux qui sont sur le terrain et autres, et c'est une réalité. Hein? Et sur quelle superficie? À peine 600 mètres carrés, 800 mètres carrés. C'est-à-dire qu'on ne prend pas beaucoup d'espace? Ça ne prend pas beaucoup d'espace. C'est facile. C'est facile avec des... En zone rurale, en tout cas, c'est bambou, les bois, des chevrons, de raffia, etc. Et c'est très facile. Vous voyez? Et seulement, bon, il faut acheter, quand on fait la formation, moi, quand je fais la formation, le coût de la formation inclut un apport ou bien approvisionnement initial de semences. D'accord. Voilà. Et lors de la formation, d'ailleurs, je fais en sorte que les stagiaires, les apprenants vont partir avec des choses qu'eux-mêmes ont déjà préparées pour aller déposer chez eux. Bon, il y a une autre manière de faire les champignons, c'est très simple. Vous voyez ce sachet. Si vous prenez 1000 sachets déjà ensemencés chez vous, même à Abidjan comme à l'intérieur, mais vous avez 300 kilos de champignons. 300 kilos quand même. Au bout de 2 mois et demi, vous avez 300 kilos de champignons. Et le sachet coûte combien? 450 francs. 450 fois 1000, ça fait 450 000. 200 à 300 000 francs. Que vous allez enlever, et puis le reste, mais ça fait votre bénéfice. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que là encore, on n'a pas besoin de venir faire un stage de 10 jours. Vous avez 1000 sachets, vous avez 5000 sachets. Nous préparons tous ces sachets pour vous. Nous vous déposons ça dans un... Bon, bien sûr, il faut faire un hangar. Il faut faire un hangar où on va déposer, et puis on vous montre comment entretenir. Voici un petit trou comme ça. Vous voyez, vous faites piche comme ça, c'est pour arroser. Parce que le champignon, actuellement, il fait très chaud et le champignon a besoin de l'humidité, de la fraîcheur pour pousser. Donc, quel que soit le niveau, si vous mettez un petit budget, mais vous aurez un petit revenu. Hein, j'ai déjà fait même des dossiers il y a 2 ans, 3 ans à la JEP. Hein, je suis prêt à renouveler ce dossier avec qui de droit. Parce que je n'ai jamais eu de suite.
Mais même pour l'insertion des jeunes, c'est faisable. Parce que j'ai fait le dossier pour 4 à 5... Toutes les couches de la population toutes les couches avoir leur budget, avoir leur revenu, leur bonheur là-dedans. Là-dedans. Je rappelle que tout à l'heure, nous allons parler donc du potentiel du marché et comment développer ce marché-là pour absorber la production de façon locale. Et puis, vous allez nous donner des exemples concrets et puis donner enfin votre numéro de téléphone parce que vraiment, il est ardemment demandé. Alors, le thème, j'ai dit tout à l'heure, question pour un champignon, mais aussi la culture du champignon. Quelle opportunité d'affaires avec M. John Martin Segbo. Nous allons parler un peu des opportunités d'affaires, du niveau industriel qu'on va atteindre et puis, pourquoi pas, la transformation. On va finir avec le temps pour nous de vous dire que nous avons reçu ce matin, donc tout à l'heure dans Question Instant Vérité, M. Abdoulaye Kouyaté, je rappelle, chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Toutes les pulsions de l'émission sont à retrouver, bien sûr, sur notre site et sur notre page Facebook. On se retrouve tout juste après pour la dernière ligne droite avec M. Segbo. Mais avant, la pub. Pour consulter mon crédit, je crois que c'est... non, ça c'est pour consulter mon volume Internet. Pour le crédit, c'est plutôt... Plus de tracas. Avec ton application Move Service Plus, accède à tous les bonus de Move en une touche. Surveille ta consommation et réalise ainsi des économies sur ton usage des SMS, des appels et de l'Internet. Va sur Google Play ou Play Store, télécharge et profite. Move, no limit. Alors, M. Segbo, la dernière partie de cette émission sera consacrée au potentiel du marché. Alors, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous êtes un habitué, vous avez fait plusieurs études de marché, vous connaissez le secteur, vous connaissez la demande, vous êtes vraiment une personne ressource dans ce milieu-là. Quel est le potentiel du marché? Comment développer ce marché pour absorber la production localement? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à pourvoir en champignons les Ivoiriens sur le long terme? Bon, je dirais oui. Pourquoi? Parce que le marché n'est pas un marché à échelle internationale, mais il est costaud quand même. Hein. Comme j'ai dit la dernière fois. Quelle est la demande potentielle? Non, aujourd'hui, quand les gens nous demandent, nous-mêmes, des gens nous appellent souvent et on n'a pas de champignons à livrer. Les gens nous appellent. Les gens, c'est qui? Oui, mais des consommateurs, des restaurants, des maquis et même des individus, des familles qui nous appellent et puis on n'a pas de champignons. Parce que, bon, il y avait un moment, il fut un temps où la production stagnait un peu et donc on produit en fonction du mouvement, en fonction de demande. Si aujourd'hui, moi, j'ai une demande de 500 tonnes de champignons, mais je mets les structures en place pour cultiver 500 tonnes. Mais ça stagnait. Quand vous dites ça stagnait, c'était dû à quoi? Oui, bon, mais c'était surtout au niveau de ce supermarché où 99% de producteurs livrent le champignon, vous voyez. Et puis, il y a eu des creux, il y a eu certains problèmes que je ne peux pas élucider. Donc, il faut diversifier. Il faut diversifier, mais le marché local est costaud. Ça vaut 400 tonnes. Et 400 tonnes par mois. 400 tonnes par mois, c'est quoi? Ça veut dire que même si nous avons 100 personnes, vous voyez, chacun doit faire 4 tonnes par mois. Vous voyez? Et c'est ça qui est intéressant. Et si nous arrivons à faire, et 400 tonnes, c'est quoi? C'est pour manger 100 grammes seulement par semaine. 100 grammes, c'est une petite touffe. Moi, hier, dans ma famille, on a mangé un demi-kilo de champignons à midi seulement. Vous voyez? Donc, moi, j'invite les Ivoiriens à consommer les champignons. Nous allons faire des champignons pour pouvoir inonder le marché. À partir de janvier, février, il va plus avoir de manque de champignons sur le marché. Ça, parole de M. Segbo. Alors, donc, parlons maintenant de la transformation, si vous le voulez bien, la transformation. Oui, la transformation, c'est facile. La transformation, au Sahara, il y a une dame, une collègue à moi qui a fait, je dirais, un hamburger façon avec des champignons. Les gens en ont acheté plein.
Oui, les champignons, la transformation, mais les champignons, on peut transformer ça. D'abord, sécher. Hein, le champignon séché est très intéressant. Et puis, on peut faire aussi, moi, à la longue, à échelle industrielle, c'est pour mettre les champignons en conserve, en sauce. Vous voyez? Et cette étude que j'ai faite... Vous avez les moyens pour le conditionnement, tout ça, pour faire ça? Bon, les moyens, les moyens sont costauds. Il faut chercher des moyens. Mais vous avez l'expertise au moins pour le faire? Oui, au moins pour mettre en conserve simple, en solution salée, comme on le voit dans le supermarché, c'est très simple. On a étudié ça en microbiologie alimentaire. Vous avez une équipe qui peut le faire? Bon, oui, c'est faisable. C'est faisable. Vous voyez? Et puis, ce qui est intéressant, c'est que quand on va arriver à construire une grande usine de champignons, ce qui est mon souhait, mais vous allez voir comment ça va absorber, ça va créer des emplois. Et toute usine a toutes les maillons d'activité, hein? Même pour le champignon. Nous utilisons la sciure de bois. Hein? La sciure de bois, nous déjà, avec le problème de notre forêt, nous préconisons quoi? La culture avec, voilà, regardez. Ça, c'est rafle de palmier. Hein? Voilà, rafle de palmier sur lequel nous faisons pousser des champignons. Et c'est facile. Vous voyez? Rafle de palmier qu'on jette. Et toutes ces industries de transformation de palmier à huile et tout ça, ben, on peut les ramasser pour cultiver des champignons. Dans les marchés, on jette. Et puis ça va à Quedo pour remplir la décharge. Alors qu'on peut utiliser. Les plus chauds de manioc, c'est pareil. Donc vous voyez, quelqu'un peut dire, bon, moi, je vais devenir conditionneur de plus chauds de manioc pour livrer aux champignonnières. Il y en a qui peuvent dire que, bon, moi, je veux, à l'instar de ceux qui coupent le gazon pour donner aux bœufs et aux moutons à Port-Boué. Mais moi, je peux cultiver le panicum. Le panicum, c'est une espèce de gazon qui est très bonne pour cultiver les champignons. Donc, il y a des gens même qui vont devenir cultivateurs de gazon. Il y a des débouchés. Il y a des débouchés à tout niveau. Il y a à boire et à manger dedans à tous les niveaux. Mais oui, à tous les niveaux. C'est ça qui est intéressant. Alors, à ce jour, hein, pour revenir aux fondamentaux, nous cultivons... Il y a 3 espèces de champignons comestibles. Hein, que vous... Oui, que nous cultivons. Il y a les pleurotes, les volvers, et puis au niveau médical, c'est le Ganoderma lucidum. Le Ganoderma lucidum. Tu peux en parler un peu rapidement? Le Ganoderma lucidum, c'est un champignon. La dernière fois, je disais que je ne veux pas me transformer en médecin. Mais le Ganoderma lucidum, c'est connu du monde entier. C'est le champignon que les Asiatiques, ils en font une tisane. Et c'est ce qu'ils boivent matin, midi, soir pour vivre 125 ans, 150 ans. C'est connu depuis plus de 4000 ans en Asie. Vous voyez, nous en avons dans nos forêts. Mais s'il vous plaît, si vous en voyez, vérifiez d'abord, parce que les champignons, il y en a qui sont très dangereux. Absolument, il faut parler. Les champignons vénéneux, c'est ça? Il y a des champignons, si vous mangez ça à 8 heures, ça ne va pas te trouver. Ouais, il y en a qui sont très dangereux, donc il faut connaître. Donc ce champignon, non seulement il renforce c'est pour ça qu'il faut beaucoup de... C'est pour ça que vous insistez sur la formation avant de se lancer là-dedans. Avant de faire quoi que ce soit. C'est très important, mesdames et messieurs. Avant de faire quoi que ce soit, il faut faire une formation. Il faut venir discuter avec nous pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On ne prend pas n'importe quel champignon pour cultiver. Comme j'ai dit la dernière fois, la FAO a une liste de champignons cultivés au monde. Et c'est sur cette liste que nous basons pour faire la culture des champignons. Ouais. Et le Ganoderma lucidum, il renforce tout le système immunitaire et il guérit, je n'ai pas peur de le dire, bon nombre de maladies. Un certain nombre de maladies, dont un certain nombre de cancers. Ça arrête la progression de plusieurs types de cancers. Et donc, c'est un champignon connu dans la médecine, c'est connu. Vous voyez, et nous cultivons ce champignon. Et donc, il y a aussi les volvers. Et là encore, c'est une affaire, hein, c'est une opportunité d'affaires. Vous cultivez ce champignon, je ne donnerai pas les chiffres de ce que ça peut donner comme revenu. Mais ça, c'est petit. Pour les pleurotes, c'est petit, c'est trop petit. Vous voyez? Pour les mêmes superficies, c'est trop petit. Donc, il y a des opportunités. Et seulement, moi, je voudrais seulement que les Ivoiriens, les habitants de Côte d'Ivoire sachent que nous avons un potentiel de culture des champignons. Donc, aidez-nous à créer vite la filière, faire la promotion, parce qu'on doit aller sur les radios, donner des échantillons à gauche, à droite, faire des flyers, distribuer à gauche, à droite. Mais consommons les champignons, parce que les champignons, c'est la santé. Et comme j'ai dit encore, j'ai déjà fait des études avec le champignon pour faire une bouillie
qui lutte contre la malnutrition infantile. Mais ça mérite une industrie à part entière, une usine à part entière. Voilà encore une autre source de revenus, une autre source d'emploi, etc., etc. Moi, j'ai peur que vous ne prêchiez dans le désert, franchement. Moi, je n'ai pas peur. Vous n'avez pas peur? Parce que j'ai une vision. Oui, parce que moi, j'ai peur que vous partiez ailleurs avec votre expertise. Parce que je vois que depuis longtemps, vous luttez. Oui, mais malheureusement, je suis le seul. Oui, c'est ça aussi. C'est pour cela que je fais appel. C'est pour cela que je remercie le ministère de l'Agriculture qui m'a écouté et la Chambre de l'Agriculture qui m'a écouté. Donc vous allez rester, hein, vous n'allez pas partir. Non, je ne vais pas partir. Voilà, je ne vais pas partir. Je vais rester pour apporter ma contribution pour faire de la Côte d'Ivoire le premier producteur, consommateur et exportateur de champignons. Merci beaucoup. Ne vous découragez pas, monsieur Seko. On dit que le découragement n'est pas ivoirien. N'est pas ivoirien, absolument. Alors, restez toujours. C'est un homme passionné de champignons avec lui. Vraiment, on apprend beaucoup et vraiment, il y a d'énormes possibilités de déboucher. Voilà, si vous voulez avoir des informations sur ce monsieur, donc rendez-vous sur la page Facebook, le Twitter, la page Instagram de notre émission. On a été très heureux d'être en votre compagnie en ce premier jour de la semaine. Gros bisous à Eva et puis on se retrouve demain, toujours avec le même plaisir. Bonne journée. Bonne journée à vous. Audio Jungle.